prestigieuse journée scientifique. Je saisis l'occasion pour remercier principalement le professeur Saada pour son invitation. Je remercie également le comité scientifique et le comité d'organisation pour le choix des thèmes très pertinents et pour le début des premières journées scientifiques de l'espèce de millénaire, qui est un événement de grande envergure. C'est avec un grand plaisir que je partage avec vous cette présentation pour mieux échanger. Merci à vous tous. Donc, on va commencer dans la première session, dans le cancer du sein. Donc, la partie qui m'a été demandée, c'est de parler de dépistage et des diagnostics précoces. Donc, comme nous le savons tous, le cancer du sein est le premier cancer chez la femme dans le monde. Et la première cause de décès aussi, comme vous voyez dans ce diagramme. Donc, le nombre de cas dans le monde et le nombre de décès, c'est les premiers parmi tous les cancers. Après, on trouve dans le monde le côlon et le rectum, et après le poumon. C'est pour ça qu'il constitue un problème de santé publique à l'échelle mondiale. Et la caractéristique du cancer du sein, qui est un peu différent des cancers du col, on retrouve le cancer du col dans le monde, c'est pas parmi les premiers, donc, mais le cancer du sein, il concerne aussi les pays développés et les pays non développés. Le nombre de nouveaux cas est atteint 2,3 millions de cas. Selon l'OMS, c'est la 5e cause de cancer avec 6,9%. C'est donc, puisqu'il est la première cause de mortalité chez la femme, qu'en est-il au Maroc? Le Maroc, il présente aussi un réel défi de santé publique. Il est suivi, c'est pas comme le monde, le cancer du sein en premier est suivi par le cancer des corps. L'incidence est estimée à 56,4 pour 100 000 femmes en 2020 et c'est la première cause de mortalité chez nous, aussi au Maroc. Il engendre pas seulement un problème de mortalité et morbidité important, mais il engendre un coût financier important. Pour chaque malade, on perd plus que 50 000 dirhams, avec un 40% du coût global consacré au cancer. C'est pour ça que notre ministère de la Santé, en collaboration avec l'association LSMA de lutte contre le cancer, ont élaboré un programme national de détection précoce des cancers du sein. Il est initié au début en 2009-2010 dans la région de Rabat-Mala, puis a été élargi par la suite. Il visait de couvrir au début 50% de la population. Au début, il a concerné seulement les femmes âgées entre 45 à 69 ans, puis c'est élargi par la suite pour concerner les femmes de 40 à 69 ans. Il concerne surtout toutes les femmes ayant des antécédents familiaux de cancer du sein, notamment la mère, grand-mère, tante et sœur. Comme tout programme de santé, son objectif c'est de donner un accès équitable à toutes les femmes, pauvres ou riches, dans les régions rurales et urbaines, dans les régions éloignées et les régions de centre, afin de détecter précocement les cellules cancéreuses, afin de les traiter à temps. Avant de démarrer le cancer, démarrer ce programme, comme vous remarquez, la plupart des diagnostics de cancer est dans un stade tardif. Seulement 7,7% qui est dans le stade 1. C'est quoi le cancer du sein? Le cancer du sein est une tumeur maligne de la glande mammaire. Cette tumeur, elle est divisée en tumeurs épithéliales et non épithéliales. Les tumeurs non épithéliales, ce sont les cancers lobulaires et canalaires, in situ, et donc il va être détaillé peut-être par le docteur Harakat.
s'il est bien diagnostiqué à temps, il va être bien guéri avec un meilleur pronostic et les thérapeutiques chirurgicales sont plus conservatrices. Le diagnostic se fait principalement par l'examen clinique, notamment l'inspection et la palpation du sein, et par la maman et l'échographie. Si on fait ce dépistage, on peut diminuer 25% de taux de mortalité, et c'est un chiffre non négligeable. Quels sont les facteurs de risque du cancer du sein? Donc il y a plusieurs facteurs de risque, mais principalement, surtout, un facteur de risque hormonal. C'est pour ça que les principaux facteurs, ça concerne surtout la puberté précoce et la ménopause tardive, et l'âge avancé de la ménopause, surtout s'il y a une première grossesse tardive, et bien sûr l'exposition aux hormones. En plus de la cause hormonale, il y a aussi la consommation exagérée d'alcool et le tabac. Avant de commencer la partie pratique du dépistage, il faut différencier certains termes, surtout c'est quoi le dépistage et le diagnostic précoce. Le dépistage, c'est une action de santé publique qui intéresse l'identification d'une maladie pour des sujets cancéreux indemnes, c'est-à-dire sans symptômes. C'est ça le dépistage. Une personne sans symptômes cliniques, on va faire une action de santé publique pour identifier la maladie. Par contre, le diagnostic précoce, on diagnostique des signes précurseurs, des symptômes avant l'installation d'un stade avancé, ce qui va permettre un traitement plus léger, un traitement chirurgical conservateur. La détection précoce, c'est l'implantation des interventions comprenant le dépistage, le diagnostic précoce et bien sûr le traitement qui s'ensuit. C'est quoi le but de la détection précoce? C'est principalement diminuer la mortalité et la morbidité et détecter les cancers à un stade de début pour bien virer, d'un stade de curabilité pour faire un traitement moins agressif et conservateur. Quels sont les bénéfices et les risques? Les principaux bénéfices, c'est un meilleur pronostic, donc une meilleure prise en charge, une diminution de l'ordre de traitement normalement, et sans oublier le côté psychologique. C'est on détecte précocement, surtout s'il y a un test négatif. C'est un test positif, ça n'est pas un c'est un test négatif, donc on aura une tranquillité de l'esprit, donc on est bien sur le côté psychologique. Si on fait une détection précoce, bien sûr on a parlé du coût de presque 50 000 par malade, on va diminuer bien sûr les coûts de prise en charge à un stade tardif et bien sûr diminuer la mortalité. C'est ça notre principal objectif. Est-ce qu'il y a des risques de ce programme? Bien sûr oui. Cela confort des tests de dépistage. Le test de dépistage du cancer du sein, c'est pas la palpation du sein, c'est pas quelque chose de facile. Surtout dans notre contexte. Donc l'inconfort des tests, selon l'examen clinique. Si on parle de la mammographie, l'examen radiologique mammographique aussi, c'est douloureux, c'est pas facile aussi. Donc l'inconfort et de l'examen clinique et de la mammographie. En plus des conséquences psychologiques et économiques, des faux positifs. Si on retrouve un faux positif, ça demande un suivi régulier, mammographie, échographie, avec des coûts financiers et des conséquences psychologiques. En plus des fonds négatifs, c'est quelqu'un qui est malade et dans le test de dépistage on ne retrouve pas de signe, c'est ça le fond négatif. Donc on va aller à un stade très avancé. C'est quoi les cancers d'intervalle? Les cancers d'intervalle, si on trouve par exemple, si on fait le dépistage et on trouve
un examen normal, dans notre programme, on convoque la femme dans un délai de 2 ans. Entre l'examen d'aujourd'hui et 2 ans, s'il y a une apparition d'ici de précurseur, c'est ça le cancer d'intervalle. Donc on a un retard de prise en charge. Donc c'est parmi les risques du programme de détection précoce, c'est le cancer d'intervalle. On va faire un petit rappel anatomique. Le sein, c'est quoi le sein? C'est une glande. C'est une glande mammaire avec un tissu adipeux. Tissu adipeux plus ou moins augmenté, ça dépend du grade, avec le sein est situé dans la partie antérieure et supérieure du thorax et c'est une glande paire, droite et gauche. Donc on retrouve l'aréole qui est une surface pigmentée. Et à la fin, on trouve le mamelon où achemine les canaux lactifères qui viennent des lobules vers le mamelon à travers les canaux lactifères et à travers ces canaux, il y a l'expression du lait en moment de l'allaitement maternel. Pour l'histoire naturelle du cancer, comme la majorité des cancers du sein et d'autres cancers de la femme, ça demande beaucoup de temps pour évoluer. C'est entre 6 à 10 ans de passer de la première cellule cancéreuse à la première tumeur de 2 cm. Mais quand on peut dépister cliniquement, c'est à partir d'1 cm, on peut dépister la tumeur. Après, il y a l'extension, on commence par l'extension régionale. L'extension régionale se fait dans les canaux lymphatiques, surtout dans les chaînes lymphatiques mammaire interne et externe, axillaire et sous-claviculaire. Et après, il y a l'extension à distance, surtout l'extension au niveau des poumons, au niveau des foies et au niveau de l'os. Passons maintenant aux symptômes cliniques. Donc les principaux symptômes cliniques, comme apparaît dans la photo, il y a le principal signe de cancer, c'est quoi? C'est la tumeur. Donc c'est la tumeur, ici c'est une tumeur rétractée, dure du sein. Donc, lorsqu'il y a une tumeur, on doit voir surtout le siège, la taille, la fixation, surtout à la palpation. Mais dans l'inspection, on retrouve surtout l'aspect de la tumeur. Après, il y a des modifications de la peau, surtout des modifications. Ça, c'est l'aspect de peau orangé. On peut avoir une inflammation ou un hypolyme au niveau du sein. La détection précoce du cancer du sein concerne qui? Toutes les femmes dans notre programme. Ça, c'est dans notre programme de la santé. Et concerne toutes les femmes de 40 à 69 ans et toutes femmes ayant des antécédents familiaux de cancer du sein, notamment la grand-mère, la mère, la sœur et la tante. Et bien sûr, puisqu'on parle de détection précoce, on va éliminer les patients qui ont déjà un cancer du sein et qui ont une symptomatologie clinique, bien sûr, ils ne vont pas rentrer dans le dépistage. Ils ont déjà les symptômes. Où se fait le dépistage? Dans notre contexte, on peut faire le dépistage dans toutes les structures de notre santé, surtout les centres de santé urbains, les centres de santé communaux, avec au sens à l'accouchement, mais il faut toujours, parce que le cancer du sein, on va faire un examen du sein, bien sûr. Donc il faut réserver une salle respectant l'intimité de la femme. Il doit être la salle bien éclairée, bien confortable, parce que ce n'est pas un examen facile. Qui va faire ce dépistage? Normalement, la plupart des professionnels de santé peuvent faire ce dépistage.
notamment des médecins généralistes, des sages-femmes et des infirmières, soit des programmes de SMI, la santé de la mère materno-infantile et de la planification familiale. Bien sûr, il va nécessiter une formation initiale et une formation continue. Comment on fait le dépistage? C'est par l'examen clinique du sein. Maintenant, on va... Avant, comment se fait cette activité de dépistage? Il faut bien sûr avoir le consentement de la femme. Il faut demander l'accord de la femme pour qu'on doit faire un dépistage. C'est-à-dire on va lui expliquer les étapes de ce cancer. Bien sûr, on va expliquer aussi l'intérêt, pourquoi on va faire le dépistage. Si on trouve, avant de faire, si on trouve positif ou négatif, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'il y a un traitement ou non? S'il y a un dépistage sans traitement, ce n'est pas la peine de le faire seulement. On va inquiéter le malade. C'est pour ça qu'on va montrer l'intérêt et l'importance du dépistage. Après avoir le consentement et bien expliqué, on va amener la femme dans la salle d'examen appropriée à ça. Et on va remplir les informations de la patiente, commencer par l'interrogatoire et chercher surtout les facteurs de risque et écrire les résultats et les conclusions de cet examen clinique. Donc au début, comme on a déjà mentionné, on commence surtout par les facteurs de risque. L'examen du sein doit être méthodique avec un bon éclairage et doit être comparatif. Donc pour l'examen clinique, il commence par l'inspection. Après la palpation, sans oublier l'examen des aires ganglionnaires. Quelles sont les positions de la femme pour l'examen clinique? Il y a 3 principales positions. Donc une femme debout, les bras tendus devant. Les femmes debout avec les bras sur les hanches. Et on demande aux femmes de faire une élévation des deux bras. Qu'est-ce qu'on cherche? À l'inspection. Donc bien sûr la femme doit être dividée. On cherche surtout le volume du sein et faire une comparaison entre les deux seins, la symétrie et chercher surtout les signes inflammatoires et les modifications pigmentaires de mamelon et de l'aréole. Surtout on cherche soit une saillie, soit une rétraction, soit une ulcération, soit un écoulement. À la palpation, on palpe, bien sûr on a dit, on palpe les seins et les seins ganglionnaires. La patiente, ce n'est pas une patiente, c'est parce que c'est un dépistage, c'est une participante. Donc elle est assise puis couchée. La palpation doit être douce, précise, méthodique et comparative. La main doit être bien à plat et on utilise surtout l'index et le médius. Et l'examinateur doit être du côté des seins à examiner. Si on examine le sein droit, on commence par le droit. Comment on fait l'examen clinique? On fait des petits mouvements circulaires de l'extrémité du doigt avec une légère pression. On divise le sein par 4 cadrans, et on commence cadran par cadran, et on précise surtout les caractéristiques, le nombre, le siège, la taille, les limites, la forme et la mobilité. La mobilité, c'est important. Parce qu'en général, le cancer des seins, il est peu mobile, voire fixé. La fixation, elle est ici sur le plan superficiel et profond. Comment on fait la fixité? Le pincement, si elle est fixée, le pincement, il est impossible. Et on cherche la fixité selon les 3 plans à travers la manœuvre de tuyau. La manœuvre de tuyau, c'est quoi? On demande à la participante de faire une abduction, et nous, on va faire une abduction contrariée, et en examinant ça en même temps, on cherche aussi les écoulements, surtout en faisant une pression au niveau de mamelon et de l'aréole, et chercher
si par un seul port ou deux ports, la couleur et la nature semblante, c'est ressemblant aux cirrhoses. Après l'examen des seins, on fait l'examen des aires ganglionnaires et surtout donc le creux axillaire et sus et sous-claviculaire, normalement avec un coup qui est relâché pour examiner le sus et le sous-claviculaire, et l'examinateur est derrière la patiente. Donc avant de finir la conduite à tenir, après l'examen clinique, on a 3 cas de figure. Examen clinique normal sans antécédent, on va convoquer la femme dans 2 ans. Examen normal avec des antécédents familiaux, on doit adresser un médecin spécialiste. C'est l'examen anormal, le médecin spécialiste va continuer les investigations, notamment le mammon et l'échographie. Donc les points essentiels, le cancer de sein est le premier cancer de la femme et la première cause de mortalité. Et les bien sûr dépistables, et le test à utiliser et l'examen clinique des seins. Les femmes ayant une anomalie à l'examen clinique doivent faire une exploration par mammon et écho, voir cette option. Et les différentes informations doivent être sur un support. Donc, avant de finir, je veux seulement vous tenir connaissance des dernières publications de ce domaine, surtout dans les pays développés, où il parle maintenant du surdiagnostic. Surtout des études, le surdiagnostic varie de 0 à 50%, et il est très augmenté dans des études australiennes, norvégiennes, Suède, Canada et la Grande-Bretagne. Le problème de ce surdiagnostic, c'est avoir dépisté des femmes qui ne vont pas évoluer dans un cancer. Donc, est-ce qu'il est toujours intérêt de faire le dépistage? Et ça, c'est une étude qui parle sur 2000 femmes dépistées, un cancer qui va décider, 200 cas de faux positifs, et 20 qui vont faire des examens non étudiés. Donc, l'intérêt, en plus de dépistage, c'est la prévention. Elle a un rôle majeur, surtout il faut réduire la consommation de boissons alcoolisées, éviter le surpoids et l'obésité et n'avoir recours au traitement hormonal que si les symptômes sont très gênants. Et pour conclure, le dépistage dans notre contexte concerne les femmes de 40 à 69 ans. Le bénéfice, c'est diminuer la mortalité. Il faut chercher la prédisposition familiale. Le délai, c'est 2 ans entre 2 examens cliniques. En cas d'anomalie, on va référer à un spécialiste. Et je vous remercie. Merci, professeur Sofiane, pour ces précieuses informations. Je vous remercie, c'est un grand honneur que je suis parmi vous ici. Je vous remercie le comité de recherche scientifique, je vous remercie vous tous, surtout l'audience. Donc on va entamer la partie diagnostic. Et ici, j'ai des nouvelles recommandations, des démarches diagnostiques qui par la suite, elle va être un petit peu développée par le Dr Hamid. Donc, j'ai mon plan comme introduction. Comme a dit mon cher collègue, mon cher ami, professeur Moussaoui, le cancer de sein est le premier cancer chez la femme. C'est un véritable problème de santé publique. C'est une maladie hétérogène, classification moléculaire. L'incidence augmentée, mais mortalité par cancer est diminue actuellement. L'exemple de multidisciplinarité de prise en charge. Donc, comme rappel anatomique, comme a dit mon cher collègue, je vais passer là-dessus, je ne vais pas un petit peu détailler. Le sein est une glande paire développée dans l'hypoderme, dans la paroi thoracique antérieure, et part et d'autre du sternum en avant du muscle pectoraux, en regard de l'espace compris entre 3e et 7e porte. La taille il est variable selon chaque femme, et selon les facteurs génétiques, subdivisés en 4 cadrans. Le cadran supéro-interne, supéro-externe, inféro-interne et inféro-externe, plus la région centrale. Alors, comme configuration interne, 3 ans de la superficie en profondeur,
On a l'enveloppe cutanée qui enveloppe la zone périphérique, la zone aréolaire et le mamelon, avec des ramifications d'un galactophore dont lieu à une formation arborescente qui forme avec le tissu conjonctif adipeux, ce sont les lobes. Donc on a la glande mammaire renferme deux structures. Une structure à visée sécrétoire, ce sont les lobules, et une structure à visée excrétrice, c'est le canal galactophore. Donc le réseau est très important, d'où la gravité du cancer du sein. On a un réseau superficiel cutané et on a un réseau profond ou glandulaire. Donc le drainage lymphatique, on a la voie interne qui draine 3%, suit les vaisseaux mammaires internes situés près de 3 cm de la ligne médiane et sont de 1 à 10 ganglions, se fait essentiellement dans les premiers, deuxième et troisième espaces intercostales. Et on a le réseau susclaviculaire, soit par voie axillaire externe, soit par voie mammaire interne. Et les directérales à 3%. Alors, comme épidémiologie descriptive, le cancer le plus fréquent est la principale cause de décès par cancer chez la femme dans le monde entier. On a 1,60 million de nouveaux cas en 2012 et 2,26 millions de nouveaux cas en 2020, à travers les dernières recommandations. 25% de tous les cancers et 15% de mortalité par cancer chez la femme. Donc en 2002, la situation au Maroc, en 2009 jusqu'à 2012, le registre des cancers de Rabat a enregistré 708 nouveaux cas, avec une incidence de 48,5 sur 100 000. Le cancer de sein représente 40,5% des cas enregistrés chez la femme. Avec le sexe ratio 100 femmes sur 1 homme, l'âge médian est de 64 ans, avec 95% surviennent après les quarantaines, carence pour le cancer rare inférieur à 30 ans, mais on a des cas détectés avec des cas de cancer inférieurs à 30 ans, à 28 ans, 26 ans, des cas de cancer qui sont très méchants. J'espère que vous avez vu des cas de cancer de votre année. Des cas de cancer inférieurs à l'âge de 30 ans. Oui, on a déjà quelques malades avant même l'âge de 35 ans, 20 ans, 22 ans et 26 ans. On a des cas juvéniles détectés actuellement. Âge plus jeune. Plus jeune. Donc à Rabat, c'est 51 ans. Le Grand Casablanca, pic d'incidence 55 à 59 ans. Donc les facteurs de risque, c'est l'âge, facteurs hormonaux endogènes et exogènes, facteurs liés à la reproduction, facteurs environnementaux et démographiques, facteurs liés aux habitudes de vie et nutrition, avec les facteurs génétiques, ça c'est le plus important. L'âge, probabilité pour une femme de faire un cancer de sein augmente avec l'âge. Le pic d'incidence se situe entre 60 et 70 ans. Les facteurs hormonaux, à savoir l'âge précoce de la première menstruation, puberté précoce, à vrai dire, une ménopause tardive, le risque augmente de 3% pour chaque année supplémentaire à partir de l'âge présumé de la ménopause. Le contraceptif oraux semble augmenter le risque, surtout si prise pendant plus de 4 ans avant la première grossesse. Le traitement hormonal substitutif, controversé, le rapport de risque augmente de 1,35 pour traitement hormonal substitutif après ménopause, augmente le rapport de risque annuel de 2,3%. Donc les facteurs liés à la reproduction, on en a vu, nulliparité et l'âge tardif à la première maternité. On a l'allaitement aussi, controversé, diminution significative du risque de cancer de sein de plus de 4,3% pour chaque période d'allaitement de 12 mois. Donc les facteurs environnementaux est lié au mode de vie, c'est l'obésité et la ménopause, le tabac, l'alcool, la radiation ionisante, les maladies bénignes du sein pour les seins denses, risque multiplié x 2 jusqu'à 6, l'hyperplasie mammaire atypique, le risque il est multiplié x 4,3. Alors, je vais passer à côté pour l'histoire, dont mon cher collègue a déjà parlé. Donc, l'anapathe, on a le carcinome in situ qui constitue 20 à 30%, on a notamment le carcinome canalaire in situ qui constitue 80 à 90%, et le carcinome lobulaire in situ qui contribue à 10 à 15%. Et les carcinomes infiltrants qui représentent 70 à 80% des cas. Alors, pour la qualification de l'OMS, on a 22 entités répertoriées, comme vous voyez dans la rubrique.
Ici, on a le carcinome invasif de type non spécifique, on a les lobulaires infiltrants, tubuleux, missionneux, jusqu'à tumeurs de type CNE. Prend en compte les données morphologiques, immunophénotypiques et moléculaires. On a l'individualisation du carcinome infiltrant non spécifique par rapport aux types spéciaux. Pour le carcinome infiltrant non spécifique, ancien carcinome canalaire nominé l'ancien carcinome canalaire infiltrant, on a l'absence de caractères morphologiques qui caractérisent les types spéciaux. On a les carcinomes canalaires spéciaux, les aspects histologiques spécifiques doivent représenter 90% voire plus de la tumeur. Le carcinome lobulaire, qui a un caractère multifocal qui constitue 5 à 15%, souvent grade 2, variante solide, alvéolaire, pléomorphe et mixte. Donc le compte rendu anapath doit prendre en considération le grade nucléaire, la présence au nom de nécrose, micro-invasion éventuelle, architecture prédominante, l'étendue de la lésion, appréciation de qualité de l'exérèse et la localisation des mesures en millimètres. Donc l'architecture fibriforme, papillaire, pour les grades de nécrose, ce sont une classification de Vanius. C'est groupe 1 non au grade, groupe 2 non au grade nucléaire avec nécrose, groupe 3 au gradé nucléaire, plus ou moins une nécrose. Pas de souci. Les marges, alors pour les marges saines, les marges minimales acceptables en absence d'encre dans la composante invasive in situ, indépendamment des caractéristiques de la tumeur. La méta-analyse de la série chirurgicale n'a montré aucun bénéfice supplémentaire pour des marges au-delà. Donc pour les récepteurs hormonaux, ils ont des valeurs prédictives plus ou moins pronostiques. Le carcinome mammaire infiltrant et le carcinome in situ. La méthode, c'est l'immunohistochimie. Les résultats sont exprimés en pourcentage des noyaux marqués et intensité de marquage. On a une faible, moyenne ou fort marquage selon le score d'Albert. Le seuil de positivité est de 1%. Donc le statut HER, l'HER, comme vous le savez, c'est une protéine surexprimée sur la surface des cellules et favorise leur croissance. On dit un cancer HER positif est plus agressif qu'un cancer HER négatif. Donc la méthode, c'est l'immunohistochimie et l'hybridation in situ. C'est une technique au laboratoire, l'hybridation in situ, qui constitue à localiser de nucléotides nominés monobrins, soit ARN ou l'ADN, sur une coupe histologique. Le scoring en fonction du pourcentage de cellules marquées, de l'intensité de marquage. Donc, le KI67, protéine nucléaire exprimée par cellules proliférantes, corrélée à l'index mitotique, donc le grade SBR, déterminée par l'immunohistochimie, valeur pronostique et prédictive pour les thérapeutiques systématiques, préciser le pronostic est grade 2, la grade intermédiaire, absence de consensus sur le seuil de positivité et il y a un manque de reproductibilité des laboratoires pour le diagnostic et le traitement aussi. On a la classification donc, pour le cancer de sein, on a une classification mondiale appelée TNM. Donc la T c'est égal à la taille tumorale. Pour TX, détermination de la tumeur primitive impossible. T0, c'est pas de signe de tumeur primitive. T c'est le carcinome in situ. Donc le T1, c'est une tumeur inférieure ou égale à 2 cm dans sa plus grande dimension. Donc, je vais passer à côté jusqu'à T4D, c'est le carcinome inflammatoire, parce que c'est faux, je ne vais pas mentionner. Donc la classification ici pour l'envahissement ganglionnaire aussi est classée de NX jusqu'à N3. Aussi en fonction de l'envahissement et le nombre de ganglions envahis par la tumeur. On va le développer par la suite, on va voir une corrélation entre la taille tumorale et l'envahissement ganglionnaire. Ils sont avec une corrélation très étroite. Donc, l'histoire naturelle. Donc, le cancer de sein représente 6 à 10 ans pour passer de la première cellule cancéreuse acceptée par l'organisme à la tumeur de 2 cm. C'est grand content. Le temps de doublement moyen de la tumeur est de 100 jours. Donc, l'extension locale, on a en surface le long galactophore avec extension multicentrique, comme on a dit pour les lobules. Donc en profondeur, l'invasion stromale et extension au tissu conjonctif et graisseux, puis à la peau et à la plaque aréolo-mammaire en surface, et les muscles pectoraux en profondeur. Donc la tumeur peut se développer à travers la paroi des vaisseaux sanguins, se propager dans les vaisseaux lymphatiques profonds, et produire un œdème de la peau. C'est ça
ça ce qui donne la peau en orange. Donc l'atteinte axillaire elle est synchrone dans 50 à 60% des cas du bas vers le haut. Donc le ganglion axillaire centraux, ganglion axillaire haut et les ganglions susclaviculaires. Donc il y a une forte corrélation entre la taille, comme on a dit, tumorale et l'atteinte ganglionnaire axillaire. 10 à 40% dans stade 1 et 2, T1 et T2, et 60% dans stade 3 et 4. Donc l'atteinte susclaviculaire, 3 facteurs prédictifs. On a le haut grade histologique, supérieur à 4 ganglions, et atteinte des berges 2 et 3 axillaires. Chez les patients ayant une atteinte au niveau 1, l'incidence de l'atteinte supraclaviculaire est de 4,4%. Mais le niveau axillaire 3 est atteint. Et s'élève à 15% des cas. Atteinte mammaire interne rare, on la trouve rarement, corrélée à la taille, à la localisation interne centrale de la tumeur et à l'atteinte ganglionnaire axillaire. Donc l'extension à distance, on a par voie hématogène dans 15 à 20%, c'est l'os dans 43%, les poumons plus lèvres dans 30%, le foie 17%, le cerveau 5%, les métastases multiples jusqu'à 27%. Alors, pour le diagnostic, les circonstances de découverte, le dépistage, on a une détection de nodules mammaires, une rétraction, un écoulement hémorragique, des adénopathies axillaires ou susclaviculaires, un sein inflammatoire par police, donc on le voit aspect en sein en peau d'orange, les signes de dissémination métastatique, donc l'interrogatoire à la recherche des antécédents personnels et familiaux, recherche des facteurs de risque, comme on a cité auparavant. Donc l'examen clinique, c'est la première des choses, c'est l'inspection. On trouve une déformation, une broussure, une rétraction, signe inflammatoire, la palpation des seins et des aires ganglionnaires d'une façon symétrique, les lésions mammaires, la situation, la mobilité, la taille, on doit préciser ça parce que ça oriente vers soit la bénignité ou la malignité. Un nodule fixe égale la malignité, un nodule très mobile, elle oriente vers un adénofibrome. Donc les adénopathies axillaires ou susclaviculaires et un examen général portant de la tête jusqu'aux pieds. Donc pour le diagnostic radiologique, la mammographie, c'est l'examen de première intention et on le fait normalement en première partie du cycle. La sensibilité moyenne est d'environ 90% et la spécificité est de 94%. Opacité spéculée, désorganisation architecturale, les microclassifications on les trouve. Les microclassifications, 5 critères d'analyse: la taille, le nombre, la forme, la densité et la répartition. Comme on voit ici, donc la catégorie 0, c'est l'évaluation incomplète nécessitant une imagerie d'évaluation. Catégorie 1, mammographie normale. Catégorie 2, lésions bénignes, les adénofibromes, l'involution des kystes mammaires bilatéraux ou unilatéraux. Donc, catégorie 3, lésions probablement bénignes, inférieures à 2% de probabilité de malignité. Pour les catégories 3, ce sont des lésions suspectes. 4A, risque de cancer et qui nécessite, surtout le cas nécessite la biopsie. Donc 4A, risque de cancer supérieur à 2%. 4P, risque de cancer supérieur à 10%. Donc soit en augmentant les grades, on augmente le risque. Catégorie 5, lésions avec haute probabilité de malignité, risque de cancer jusqu'à 95%, voire plus. Pour les catégories 6, c'est malignité histologiquement prouvée et diagnostiquée. Donc, pour la densité type 1, on a un sein graisseux homogène, TC glandulaire inférieur à 25%, densité 2, sein graisseux hétérogène, TC glandulaire de 25 à 50%, et densité 4, sein dense, homogène, TC glandulaire supérieur à 75%. La sensibilité de la mammographie est influencée par la densité mammaire. 100% pour une densité mammaire graisseuse, densité ACR1 appelée, moins de 75% pour une densité ACR entre 2 et 4. L'ajout de l'échographie permet d'améliorer la sensibilité jusqu'à 97%. Donc, pour l'échographie mammaire, la sensibilité est de 73%, de spécificité de 97%, souvent réalisée conjointement avec la mammographie. L'indication, c'est l'investigation des opacités mammographiques, solides ou liquides. Sein dense à la mammographie, c'est l'examen de première intention chez la femme inférieure à 30 ans et enceinte aussi. La mammographie évoque la nature de la bénignité ou la malignité du nodule. Guidage et procédure interventionnelle, je ne vais pas détailler là-dessus. Donc l'IRM mammaire, elle est non recommandée
systématiquement, il n'y a pas de pratique courante, sensibilité de 80 à 95% de détriment de la spécificité à 70%. En préopératoire permet une meilleure évaluation de l'étendue de la maladie tumorale par rapport à la mammographie et l'échographie mammaire. Une biopsie de confirmation doit cependant être réalisée avant de modifier l'approche thérapeutique. L'augmentation du taux de mastectomie. Donc, en cas de densité mammaire élevée ou de carcinome lobulaire, en cas d'adénopathie axillaire, ce sont les indications, en cas d'adénopathie axillaire isolée, donc sans lésion mammaire individualisable, l'évaluation avant et après la chimiothérapie néoadjuvante pour préciser la réponse tumorale. Est-ce qu'il est bon ou est-ce qu'il y a un résidu tumoral qui persiste? Donc, la mammographie 3D, l'acquisition 3D par angulation successive, ce sont les dernières recommandations que je sais là. L'angulation successive du tube à rayon X qui se déplace selon un arc sur un 50 mm. La reconstruction permet de faire défiler les images en coupe millimétrique, s'affranchir au problème des superpositions des glandes, d'éliminer les images construites et autorise une meilleure analyse du contour de masse. Pour l'angio-mammographie, une mammographie bilatérale après injection de produits de contraste, mieux visualiser les structures visualisées, performance diagnostique équivalente à celle de l'IRM et pourrait la remplacer pour les mêmes indications. D'où l'alternative à cette dernière en cas de contre-indication à cet examen ou de claustrophobie. Pour la cytoponction, pour les masses pleines ou liquides bien palpables, lésions non palpables détectées par mammographie, nodules sur cicatrices, ganglions et lymphatique. Donc la technique rapide, résultat possible dans les 24 heures, valeur si elle est positive, nous différencier par carcinome infectant et ainsi de suite. La microbiopsie, ça a de pratique courante qu'on le fait avec aiguille de 18 ou 14, des fois guidée par l'échographie pour une tumeur, pour un nodule, soit tumeur, soit nodule, inférieur à 1 cm. On parle des nodules millimétriques, de 9 voire moins. On a même des cas à 4 mm. Macrobiopsie stéréotaxico-mammotome, guidée par imagerie, très petites lésions non palpables et des biopsies chirurgicales pour les seins inflammatoires. Donc le bilan d'extension, c'est la radio pulmonaire, l'échographie abdominale, la scintigraphie osseuse et le PET scan à FDG. PET scan est une technique de scintigraphie osseuse qui permet de localiser dans le corps de la femme à travers un traceur faiblement radioactif appelé le fluorodioxyglucose. C'est un bilan d'extension des stades localement avancés et carcinomes inflammatoires. Ces méthodes conventionnelles sont non concluantes. Donc, la classification ici moléculaire. On a le luminal A, où il y a l'expression des récepteurs hormonaux, à savoir le récepteur progestérone positif, l'HER négatif et le KI67 basse. Pour le luminal B, on a le luminal B-like, HER négatif, avec un récepteur hormonal positif, l'oestrogène, HER négatif, et le K67 augmenté. Pour le luminal B-like, l'HER positif, le récepteur hormonal positif, et l'HER, et il n'y a pas de cas de KI67. Donc, on a aussi le profil HER, on a HER positif, on a les récepteurs à l'oestrogène et progestérone absents. Pour les triples négatifs, on a les récepteurs hormonaux sont absents et là, le profil HER est négatif. Donc, le facteur pronostic en l'absence de traitement permet de prédire l'évolution de la maladie en termes de risque de rechute et de décès, l'élément décisionnel d'indication de traitement adjuvant. Donc, facteur prédictif permet de prédire l'évolution d'une tumeur sous traitement et d'orienter la décision thérapeutique par après. Donc, les facteurs pronostiques, c'est l'âge, la taille de la tumeur, l'envahissement ganglionnaire, le type histologique, le grade histopronostique, l'invasion vasculaire et lymphatique, le statut hormonal, le statut HER, les marqueurs de prolifération KI67, les signes génomiques, l'oncogène HER, cycline D1, l'NF23, les protéines UPA et PA1, casteptine, c'est le seul ami qui va plus détailler ça parce que c'est purement oncologique. Donc l'âge l'a rapporté depuis 1981 comme facteur pronostic de récidive locale pour un âge inférieur à 35 ans. Le valeur pronostic de rechute à distance
facteur pronostic que la taille tumorale et l'envahissement ganglionnaire, mais à considérer avec les autres facteurs dans la décision thérapeutique. Donc la taille tumorale est un facteur pronostic important de survenue de métastases à distance et de survie globale sans maladie. Le facteur pronostic de survie globale sans maladie, donc fortement corrélé à l'atteinte ganglionnaire. Le type histologique, le carcinome tubuleux, missineux, médulaire et papillaire est de meilleur pronostic. Le carcinome micropapillaire et métaplasique est de mauvais pronostic. Pour les embolies vasculaires corrélés au fort pouvoir de dissémination de cellules tumorales et de récidive locale. Donc le grade histologique aussi, environ 10 à 15% supplémentaires de gain de survie à 10 ans pour le grade 1, le taux de survie à 5 ans pour l'SPR1 à 80%, SPR3 à 64%. Pour les récepteurs hormonaux, facteurs prédictifs de réponse au traitement hormonal, les patients ayant des récepteurs négatifs ont une plus grande chimiosensibilité et il existe une diminution de la mortalité plus ou moins importante après une chimiothérapie adjuvante de récepteurs hormonaux négatifs. L'HER, comme on a dit, c'est une protéine exprimée en surface des cellules et qui favorise leur croissance. Donc c'est un facteur prédictif de réponse aux thérapies anti-HER, anti-tétracycline et aux taxanes. Donc les marqueurs de prolifération Ki67, c'est un facteur pronostic pour les lumineux, luminal outbreak, corrélé au risque de métastase à distance et de survie. Le facteur prédictif de réponse aussi à la chimiothérapie. Donc l'infiltration, donc le profil biologique, c'est l'infiltration lymphocytaire, une corrélation entre présence de TIS dans le cancer du sein précoce, le bon pronostic étant élevé à la réponse chimiothérapie néoadjuvante. Donc notamment pour les cancers de type triple négatif, AHR et AHR positif. Le système de scoring ici dans le facteur pronostic permet de prédire en se basant avec un certain nombre de données, à savoir l'âge, le stade, le récepteur hormonaux, la grade histologique, les probabilités de rechute de mortalité par cancer de sein. On a un Nottingham Pronostic Index, un adjuvant online et Predict Score. Comme on voit ici dans le tableau, le petit tableau à droite. Donc le gros pronostic excellent, c'est pour le taux de survie, c'est inférieur à 2%, donc pronostic inférieur à 3,4%. Modéré, ça c'est une classification un petit peu au cours de recherche. Elle n'est pas assez développée, la classification de Nottingham. Pour ça, je ne vais pas m'attarder. Donc le système de scoring est basé sur l'étude des profils, toujours au cours d'études, encore suite de scoring d'expression génomique. On a l'oncotype DX, récurrence de score, PAM50. Et voilà, l'expression des 12 gènes. Donc en conclusion, la maladie cancer de sein est une maladie hétérogène, c'est une classification moléculaire surtout. Donc l'exemple de multidisciplinarité de prise en charge, le pronostic en nette amélioration avec une meilleure qualité de vie grâce au dépistage. Monsieur Klir, le directeur chargé des études pour les étudiants, et monsieur le directeur, monsieur Selik Brahim, et je remercie infiniment mes honorables invités pour m'avoir. Je remercie la communauté de recherche et l'équipe de l'ESPIS pour m'avoir invité pour cette journée précieuse pour le partage des actualités thérapeutiques et diagnostiques dans les deux cancers importants pour la femme, c'est le cancer du sein et le cancer du col. Alors, je traite en premier le traitement je présente la première présentation concernant le traitement du cancer du sein. Alors, première des choses, je vais démarrer ma présentation par le petit plan suivant. Alors, première des choses, une petite introduction. Deuxième des choses, les modalités thérapeutiques qui sont différentes de la chirurgie jusqu'à les thérapies ciblées. La chirurgie en première, la radiothérapie, la chimiothérapie, l'hormonothérapie bien sûr, les thérapies ciblées. Et on va terminer notre présentation par une petite conclusion. Alors, tout d'abord, comme ce qui est déjà dit, le cancer du sein est la forme de cancer la plus fréquente chez la femme,
touchant une femme sur 8, sur 9. Au Maroc, le cancer du sein représente le premier cancer chez la femme. Il représente plus de 36% des cancers les plus répandus chez la femme. Alors, il représente la principale cause de décès par cancer chez la femme. Il existe différents traitements pour la prise en charge de ce cancer, utilisés tout seul ou bien en association de la chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie, hormonothérapie, thérapie ciblée. Alors, les modalités thérapeutiques de ce cancer sont choisies en fonction de plusieurs facteurs de risque qui sont déjà présentés par notre cher confrère Dr Harakat. Caractéristiques cliniques, bien sûr, caractéristiques biologiques, histopathologiques, génétiques de chaque tumeur, pour laquelle on peut préciser l'arbre décisionnel pour les modalités thérapeutiques, soit chimiothérapie plus radiothérapie, soit radiothérapie seule, soit hormonothérapie en association, soit thérapie ciblée. La RCP ou bien la réunion de concertation pluridisciplinaire est fondamentale pour toute décision thérapeutique pour la prise en charge de ce cancer, dit médecin généraliste ou médecin spécialiste. Alors, c'est une concertation qui doit être faite en réunion avec le gynécologue qui fait la première biopsie et qui annonce le diagnostic d'un cancer, l'oncologue médical qui se charge de la chimiothérapie, le radiothérapeute qui va faire la radiothérapie, l'anatomopathologiste, le radiologue qui a fait l'analyse ou bien qui fait la lecture de l'échomammographie pour la classification. Alors, pour cette raison, la réunion de concertation pluridisciplinaire, elle est fondamentale et obligatoire pour la décision thérapeutique. Alors, première des choses dans le traitement de ce cancer, c'est la chirurgie. Tous les cancers solides. Alors, le premier arme thérapeutique majeur et fondamental, c'est la chirurgie. La chirurgie est le traitement de référence de ce cancer et de la plupart des cancers du sein a pour objectif d'enlever quoi? D'enlever les tissus touchés par les cellules cancéreuses. Elle est le plus souvent réalisée en premier lieu avant les autres traitements, mais aussi peut être précédée par un traitement néoadjuvant dans les cas des tumeurs localement avancées ou bien les tumeurs inflammatoires ou bien les tumeurs en peau d'orange, d'où la RCP doit être toujours obligatoire en collaboration, l'examen fait par le gynécologue et bien sûr et par l'oncologue pour une décision. Qu'est-ce qu'on va faire en premier? Soit une chirurgie première faisable pour le chirurgien ou bien c'est une tumeur localement avancée qui doit être traitée par une chimiothérapie néoadjuvante première pour la rendre plus facile à la résection, pour que la résection doit être saine et les limites seront saines pour favoriser le pronostic beaucoup mieux pour les patients. Alors, le traitement néoadjuvant, soit une chimiothérapie, soit une hormonothérapie, destinée à quoi? Destinée à réduire la tumeur avant l'opération pour en améliorer l'efficacité. Deux types d'interventions de ce cancer, deux types d'interventions chirurgicales qui peuvent être proposées. Première des choses, c'est la chirurgie mammaire conservatrice ou bien la tumorectomie. Ça dépend de la taille de la tumeur, le statut hormonal de la patiente et bien sûr la taille des seins. On peut faire un traitement conservateur chez des patients qui ont un gros sein avec une taille tumorale qui est minime et on peut pas la faire dans le cas inverse, taille importante avec des petits seins, on ne peut pas garder le sein. Et toujours dans la décision entre oncologue, radiothérapeute et bien sûr le chirurgien qui va prendre en charge la patiente. Deuxième catégorie de figure pour la chirurgie, c'est la chirurgie mammaire radicale ou bien la mastectomie. Pour le terme le plus technique, c'est le pâté, c'est une mastectomie. On enlève tout le sein avec un curage associé, c'est un pâté. Pour la chirurgie mammaire non conservatrice, enlever tout le sein, c'est mastectomie seule. Le principe de la chirurgie permet quoi? La chirurgie permet d'obtenir un échantillon tumoral plus conséquent qu'une simple biopsie. Alors, la tumeur est systématiquement analysée par l'anatomopathologiste. Tout ce qui est enlevé par la chirurgie doit être analysé par l'anatomopathologiste pour les décisions thérapeutiques. Ce sont des éléments pronostiques pour lesquels on se base pour que cette patiente doit recevoir tel ou bien tel traitement, radiothérapie, hormonothérapie, thérapie ciblée ou bien radiothérapie. Le but de cette chirurgie, suivie d'une étude anatomopathologique, c'est la précision de la taille. On reprécise
on peut trouver une discordance entre l'imagerie et la chirurgie. Par exemple, nodule décrit à 2 cm sur l'échomammographie, le chirurgien trouve 3 cm. La classification elle est totalement changée et la décision thérapeutique s'est totalement changée. Toujours une corrélation entre échomammographie et bien sûr l'étude histologique, anatomopathologique de la pièce enlevée par le chirurgien. Détecter la présence ou bien non de marqueurs des récepteurs hormonaux, c'est l'étude qu'on peut dire, c'est l'étude immunohistochimique dans la pratique courante. Ces données sont indispensables et sont obligatoires pour orienter la décision thérapeutique et la suite du traitement pour toute patiente. Alors le principe de la chirurgie, pour le cas du curage ganglionnaire ou bien le ganglion sentinelle par la suite qu'on va détailler. Alors en cas de ganglion qui est cliniquement palpable par le chirurgien ou bien par l'oncologue radiothérapeute, il est essentiellement de retirer cet ganglion lymphatique axillaire exérèse du ganglion sentinelle. Je vais détailler par la suite c'est quoi le ganglion sentinelle. Dans ce cas, l'objectif, alors c'est quoi? C'est préciser si la tumeur s'étend au-delà du sein, de déterminer si un traitement complémentaire par chimiothérapie ou bien hormonothérapie est nécessaire, aussi une radiothérapie des ganglions et doit être justifiée. Le curage ganglionnaire, quand il est nécessaire, il permet quoi? Le curage, il permet de réduire le risque de la récidive tumorale, soit au niveau de la tumeur, soit au niveau des aires ganglionnaires. L'exérèse des ganglions sentinelles, c'est quoi d'abord le ganglion sentinelle? Le ganglion sentinelle, c'est une technique qui est faite par le chirurgien. On fait quoi? Un colorant bleu de toluidine ou bien un colorant isotopique au niveau de la tumeur et on cherche la diffusion de cet colorant au niveau des premiers aires ganglionnaires. S'il y a une captation ou bien une fixation de cette coloration, on complète par un curage ganglionnaire qui doit être indispensable. Si le ganglion sentinelle il est négatif, ce n'est pas la peine de faire un curage ganglionnaire et ça sera moins morbide pour la patiente. Alors, en l'absence du ganglion qui est clinique ou bien c'est l'intérêt du ganglion sentinelle, en absence d'un ganglion clinique ou bien radiologique, si les premiers relais ganglionnaires lymphatiques de la chaîne ganglionnaire qui assurent le drainage du sang ne sont pas envahis par les cellules tumorales, les autres ne le seront pas non plus. Cette méthode nécessite quoi? Nécessite l'injection d'un marqueur de scintigraphie ou bien un colorant qui est bleu, qui permet d'identifier les ganglions sentinelles. Ils sont alors prélevés et examinés au microscope en vue de détecter la présence d'éventuelles cellules cancéreuses, comme on voit sur l'imagerie. On fait une petite injection au niveau de la tumeur. S'il y a une fixation du colorant, le chirurgien doit compléter par un curage. S'il n'y a pas de fixation de ce colorant, pas de curage, vu que le ganglion sentinelle est négatif et s'écrit sur l'anapathe. Alors pour cette raison, le radiothérapeute n'a pas le droit d'irradier les aires ganglionnaires. On irradie juste le sein qui est le premier site qui est atteint. Pas plus que le sein en matière de radiothérapie adjuvante. Alors l'exérèse du ganglion sentinelle, l'analyse prend généralement entre 10 jours à 3 semaines pour l'analyse histologique. L'ensemble de ces informations est très importante. Pourquoi? Pour le choix de la stratégie thérapeutique. Si un ganglion sentinelle qui est négatif, ce n'est pas la peine d'irradier les aires ganglionnaires. On irradie que le site initial qui est le sein en cas de tumorectomie, traitement conservateur ou bien la paroi en cas de tumorectomie ou bien radicale ou bien une mastectomie. Le curage ganglionnaire doit être obligatoire. Alors, consiste à retirer la chaîne des ganglions lymphatiques qui drainent la zone du sein afin d'éviter la propagation de quoi? La propagation des métastases au cours d'une nouvelle intervention. Quand les ganglions pathologiques sont palpables au moment du diagnostic et qu'une ponction a révélé leur envahissement avant la chirurgie de la tumeur, dans ce cas, le curage il est obligatoire par le chirurgien et ne doit pas être raté et ne doit pas être récupéré ni par un traitement par chimiothérapie, ni par un traitement radiothérapie. C'est un curage non fait pour une taille tumorale qui est importante. On réfère toujours la patiente chez le chirurgien puisque le traitement adjuvant ne peut jamais stériliser les sites macroscopiques qui ne sont pas opérés.
Si à l'inverse, les ganglions sentinelles ne sont pas envahis, alors le curage s'avère inutile, épargnant à nombreuses femmes ce geste chirurgical qui peut avoir des effets secondaires, y compris lymphodème qu'on va voir dans les plaques suivantes. D'où l'intérêt du ganglion sentinelle. Et j'invite tous mes confrères de le faire avant tout curage qui pourra être agressif pour la patiente. Alors, pour les conséquences de la chirurgie, bien sûr, toute intervention a des conséquences néfastes pour la patiente qui sont variables en fonction des malades, c'est cas par cas. C'est la douleur. On peut avoir bien sûr un hématome local qui se résorbe généralement lui-même dans quelques jours de façon spontanée. On discute toujours avec notre chirurgien, on attend toujours la résorption de l'hématome ou bien au pire des cas, on peut faire même une ponction des collections, soit hématome, soit un lymphocyte pour passer au traitement adjuvant suivant. C'est surtout pour le traitement local par la radiothérapie. Par ailleurs, la femme doit conserver avec elle un drain quelques jours qui permet notamment d'évacuer bien sûr le sang et de la lymphe pour éviter toute collection en post-opératoire. L'infection bien sûr, le traitement antibiothérapie adapté, il est mis bien sûr par le chirurgien pour éviter que cette infection ne gêne pas la cicatrisation. Par la suite, la bonne cicatrisation, elle est obligatoire pour tout traitement adjuvant, soit radiothérapie, soit chimiothérapie, soit hormonaux, soit immunothérapie. On attend toujours la bonne cicatrisation pour l'intervention par la suite dans le traitement adjuvant. Les conséquences physiques, on a toujours bien sûr des conséquences physiques, y compris quoi? L'ablation, ou bien plusieurs ganglions lymphatiques axillaires a été jugé nécessaire. La circulation de la lymphe, elle est localement ralentie. Alors la lymphe est alors accumulée dans le membre du bras ou bien la main de la patiente, provoquant un gonflement généralisé du bras qu'on va voir sur les photos. On parle dans ce cas de lymphodème. Pour réduire le lymphodème, on propose, nous les radiothérapeutes oncologues, des séances de kinésithérapie sont systématiquement proposées aux patients qui ont subi un curage axillaire, surtout si elle est suivie d'une radiothérapie sur le même site ganglionnaire. La mastectomie, bien sûr, peut entraîner un déséquilibre pondéral. On voit des malades avec une situation qui n'est pas bien équilibrée sur les tables de microscanner, qui impacte les muscles, bien sûr. On a une raideur musculaire pour les patients. Pour avoir une position normale et centralisée médiane. Voilà, photo d'une patiente qui a présenté lymphodème du membre supérieur gauche après une mastectomie avec un curage ganglionnaire axillaire. Pour cette raison, on aime bien faire le ganglion sentinelle pour éviter un curage qui est massif pour des ganglions qui ne sont pas atteints par le cancer. On trouve également bien sûr des conséquences esthétiques de cette chirurgie. Plusieurs alternatives existent pour limiter les conséquences esthétiques de l'opération. C'est bien sûr à base de silicone ou bien des greffes qui sont faites par des chirurgiens esthétiques qui sont spécialisés dans la matière pour les patientes qui ont des mastectomies. Il est souvent possible d'améliorer cet aspect grâce à une opération de chirurgie esthétique. On réfère toujours les patientes à des médecins qui sont spécialisés dans l'esthétique pour discuter les interventions de reconstruction par la suite. La reconstruction chirurgicale du sein peut être immédiate, bien sûr, au même temps que la chirurgie du cancer, ou différée après la fin du traitement au cours d'une nouvelle intervention. Alors, cicatrice de mastectomie radicale gauche, avec une gauche pour la photo qui est à droite et une cicatrice d'une tumorectomie du quadrant supérieur gauche du sein droit dans l'autre photo. Alors on passe par la suite, le volet qui suit la chirurgie, c'est la radiothérapie, c'est le traitement local pour le contrôle loco-régional de la maladie. Alors utilise quoi? Le principe de cette radiothérapie utilise des rayons à haute énergie pour détruire quoi? Les cellules tumorales. Comme la chirurgie, il s'agit bien sûr d'un traitement local sans quelques effets indésirables, ça n'a rien à voir avec la chimiothérapie. Le plus souvent, la radiothérapie elle est utilisée après l'opération pour détruire quoi? Les cellules cancéreuses qui auraient pu échapper au geste chirurgical et qui sont des cellules microscopiques, bien sûr, qui ne sont pas visualisées par les nus. Elle peut également être effectuée, bien sûr, en fin du traitement après la chimiothérapie adjuvante. La radiothérapie, elle prend la place soit après chirurgie première, soit après chimiothérapie adjuvante qui fait suite à une chirurgie première.
La radiothérapie peut administrer de différentes façons. Alors, le principe, soit à partir d'une source externe des rayonnements, qu'on va détailler dans les autres plaques par des photos réelles de notre service de radiothérapie du Centre régional d'oncologie. Dans ce cas, le traitement consiste à apporter quoi? À apporter au niveau de la tumeur une dose qui est définie par des radiations exprimées bien sûr en gré. Elle est fractionnée toute la semaine. On fait 5 séances par 7 jours. Cette dose est délivrée de façon fractionnée sur plusieurs semaines à raison de 10 séances par jour. 4 à 5 jours bien sûr sur 7. La radiothérapie externe, elle est souvent réalisée sans hospitalisation. La patiente a bénéficié de sa séance de radiothérapie et peut quitter juste après sans aucun problème. Soit à partir des matériaux radioactifs implantés directement au contact de la tumeur. Chiriothérapie, c'est une radiothérapie interne qu'on ne se dispose pas bien sûr dans notre centre. C'est une chiriothérapie ou bien radiothérapie interne ou bien brachythérapie. Ces techniques nécessaires parfois nécessitent une hospitalisation de courte durée et consiste à quoi? Consiste à introduire des éléments ou bien des bâtonnets métalliques au niveau du site initial de la tumeur et on branche ces bâtonnets avec une source d'irradiation qui s'appelle cobalt. C'est purement technique pour délivrer la dose possible au niveau du site tumoral initial. Bien sûr, chaque technique, soit chirurgie, soit radiothérapie, soit chimiothérapie, a des conséquences. Comme la plus fréquente, c'est les mal de rayon qu'on appelle, nous, les radiothérapeutes, les mal des rayons ou bien de fatigue inhabituelle, des réactions cutanées, bien sûr, sensation du coup de soleil au niveau de la zone irradiée, sensation du chaleur, bien sûr, un œdème, bien gonflement transitoire du sang, l'inflammation de la radiothérapie, de l'œsophage, du larynx, possibilité d'avaler. On peut donner des corticoïdes à la patiente si, bien sûr, une irradiation. Des herbes ganglionnaires claviculaires qui sont très proches des organes qui s'intéressent à ce problème durant toute la durée du traitement. Dans les semaines suivant son arrêt, il est important de se reposer autant que possible et de traiter la peau avec attention. Bien sûr, on fait une surveillance hebdomadaire obligatoire pour toutes les patientes qui sont sous radiothérapie. Afin de quoi? Afin de surveiller les effets secondaires et de les traiter par un traitement symptomatique de façon concomitante au traitement de la radiothérapie. Et parfois, on peut même arrêter la radiothérapie en cas d'intoxicité intolérable par les patients. Il faut éviter l'emploi, bien sûr, des lotions ou bien des crèmes sans avis médical et de manière plus générale, alerter de prendre conseil auprès de l'équipe médicale dès la survenue des premiers effets secondaires. On le fait systématiquement sans demande du patient chaque semaine. On fixe un jour de la semaine et on voit tous les malades systématiques sous machine pour évaluer les effets secondaires. Alors au long terme, bien sûr, quelques conséquences plus rares qu'on voit plus, alhamdoulilah. Alors de la radiothérapie, le sein traité peut devenir plus ferme. On peut la prévenir par des crèmes hydratantes au cours de la radiothérapie ou bien de la fin de radiothérapie et changer de volume. C'est ce qu'on appelle la fibrose cutanée. Les séquelles cardiaques ou pulmonaires peuvent être bien sûr apparaître via la dosimétrie ou bien problèmes techniques. Elles sont exceptionnelles avec bien sûr les techniques d'irradiation moderne. Voilà deux photos. La première photo, c'est une patiente traitée pour un cancer du sein. C'est une position du traitement qu'on doit prendre au niveau du scanner à l'aide d'un plan incliné et à l'aide de 3 lasers très bien alignés qu'on le contrôle journalièrement avec le manipulateur ou bien le technicien de radiothérapie. Par la suite, on fait transfert de ces coupes scanographiques à la salle de dosimétrie. Dans la photo qui est à gauche, c'est une planification de radiothérapie. La définition des volumes cibles à irradier, c'est faite par le radiothérapeute. Par la suite, la dosimétrie doit être faite avec le physicien et la validation faite par les deux afin de donner le maximum de doses au niveau des volumes cibles et d'éviter les organes à risque, y compris le poumon et le cœur. C'est une distribution de doses au niveau du sein gauche pour une patiente traitée pour un cancer du sein, bien sûr, au niveau de notre service de radiothérapie, Centre régional d'oncologie. Alors par la suite, on passe troisième volet thérapeutique, c'est la chimiothérapie. La chimiothérapie consiste à quoi?
C'est un traitement qui est médicamenteux administré par voie injectable ou bien par voie intraveineuse et quelquefois par voie orale qui utilise plusieurs molécules antitumorales. On parle bien sûr protocole de chimiothérapie. La chimiothérapie, bien sûr, qu'on a déjà discuté, il peut être administré avant la radiothérapie, avant la chirurgie ou bien après la chirurgie. Si la tumeur elle est localement avancée, non jugée opérable et examinée par le gynécologue, on passe systématiquement à la chimiothérapie première pour la rendre opérable. Alors le plus souvent, elle est prescrite en situation adjuvante, c'est le plus fréquent, c'est-à-dire après l'opération pour limiter le risque de récidive locale et le risque de récidive à distance. C'est une thérapie généralisée, ça n'a rien à voir avec la radiothérapie. La radiothérapie, c'est le contrôle local, c'est le traitement local. La chimiothérapie, c'est le traitement local et systémique. Elle prévenir la récidive locale et la récidive à distance au niveau des sites métastatiques qui sont très connus, poumon, foie, os et l'encéphale. En pratique, les femmes reçoivent souvent une chimiothérapie adjuvante avec ou bien son hormonothérapie. Elle est particulièrement nécessaire si les ganglions axillaires ont été envahis ou s'il existe autres facteurs de mauvais pronostic. Les facteurs de mauvais pronostic, c'est l'absence des récepteurs hormonaux qui est déjà discuté. Dr Haraket, marque KI67 élevé, embole vasculaire embole tumoraux, présence d'amas de cellules tumorales dans les vaisseaux, tumeur de grade qui est très élevée, sécrétion de récepteurs HER2, la présence de récepteurs HER2 dans les cellules tumorales, c'est un facteur de mauvais pronostic. Et c'est une indication à une chimiothérapie première systématique si la taille tumorale supérieure ou égale à 2 cm. Alors, toujours, comme toutes les modalités thérapeutiques, la chimiothérapie, bien sûr, elle a des conséquences qui sont plus exagérées, sont visibles par tout le monde, bien sûr. Ça n'a rien à voir avec la radiothérapie. Les conséquences de la radiothérapie, elle est vues juste par le patient et le médecin traitant. Par contre, la chimiothérapie, elle a une toxicité plus aggravée, plus qu'elle est systémique et peut léser beaucoup de cellules en même temps. Les effets secondaires de la chimie sont liés au fait que ce traitement détruit les cellules à croissance rapide, c'est-à-dire les cellules de ce cancer, mais aussi les cellules qui sont d'origine cellules sanguines, bien sûr des cheveux, chites cheveux, celles qui tapissent le tube digestif, qui expriment les vomissements. C'est incroyable pour les patients sous chimiothérapie qu'on traite par des antiémétiques de fort potentiel, antiémétiques bien sûr. Alors, selon le type de médicament bien sûr administré, les patientes peuvent présenter différents effets indésirables, y compris la fatigue, résistance moindre aux infections, la perte d'appétit, les vomissements, les nausées, les stomatites, les inflammations bien sûr de la cavité buccale, les aftes, les anémies, les chutes de cheveux. La chimiothérapie, bien sûr, peut, et généralement, elle entraîne perturbation du cycle menstruel, voire provoquer, bien sûr, on trouve des malades avec des aménorrhées secondaires, une chimiothérapie qui peut arriver jusqu'à 2 ans, mais on consigne toujours de prendre les contraceptions mécaniques. Dans ce cas, elle est obligatoire puisque la patiente n'est pas déclarée aménorrhée, c'est une aménorrhée chimio-induite. Elle peut tomber enceinte à n'importe quel moment et on fait la prévention et on sensibilise la patiente de prendre les contraceptions d'origine mécanique. Après, on passe, le 4e volet, c'est l'hormonothérapie. Le principe, c'est quoi l'hormonothérapie? Alors, ce sont des comprimés par voie qui se prend de façon journalière minimum pendant 5 ans, qui se prend à l'aide d'une prescription médicale par l'oncologue ou bien radiothérapeute, minimum c'est 5 ans, qui peut arriver jusqu'à 10 ans selon les facteurs de risque de chaque cancer. L'hormonothérapie n'est pas indiquée bien sûr pour toutes les patientes, elle est uniquement proposée lorsque la tumeur est dite hormonodépendante, ça veut dire les récepteurs hormonaux ont été mis en évidence au niveau des cellules tumorales, signifiant que les hormones sont nécessaires à sa croissance. On parle d'un cancer qui est hormonodépendant et pour tuer ou bien résister ou bien pour lutter contre cette tumeur, on doit bloquer ces récepteurs qui sont à l'origine de développement et de nutrition de ce cancer. Voilà le principe de l'hormonothérapie. On bloque les hormones qui font la nutrition de ce cancer et qui aident au développement de ce cancer. L'hormonothérapie consiste à empêcher les cellules d'être stimulées par ces hormones, y compris les oestrogènes et les progestérones. Ce traitement, le plus souvent proposé en complément de l'intervention chirurgicale, hormonothérapie adjuvante,
Alors, plus rarement, il peut être utilisé avant l'opération pour réduire la taille de la tumeur et permettre une chirurgie conservatrice qu'on a déjà discuté dans le cadre d'un traitement néoadjuvant qui peut être proposé par choix chimiothérapie première, soit hormonothérapie première. Les hormonothérapies les plus utilisées chez les femmes non ménopausées, c'est les anti-oestrogènes qui empêchent ces hormones de stimuler les cellules cancéreuses en prenant leur place au niveau des récepteurs hormonaux sur ces cellules, tamoxifène et les analogues LH, RH qui ont une action centrale bien sûr. Ces médicaments sont généralement prescrits pendant au moins 5 ans selon le contexte clinique. Les hormones impliquées dans le développement des cancers du sein sont essentiellement produites par les ovaires, notamment avant la ménopause. C'est pourquoi on peut proposer chez les femmes jeunes, avant l'âge de 40 ans, on propose systématiquement une castration hormonale. La castration hormonale, on bloque les hormones féminines sur le site central. Alors, on peut proposer dans certains cas chez les femmes non ménopausées atteintes d'un cancer. Ce traitement induit quoi? Le blocage de LH-RH induit une ménopause qui est précoce et une conservation d'ovocytes. Et alors toujours proposer à la femme jeune en cas de projet parental ultérieur ou bien désireuse d'une grossesse par la suite. Les deux options thérapeutiques proposées par l'oncologue radiothérapeute, soit la suppression ovarienne transitoire qui est médicamenteuse, faite par les traitements médicamenteux analogues LH-RH, c'est ce qu'on appelle Zoladex décapeptine. La castration définitive se fait par notre cher gynécologue, soit chirurgical ou bien soit par nous-mêmes, par une radiothérapie au niveau des ovaires. 3 fractions sont suffisantes pour avoir une ménopause précoce post-radique sans recours à un traitement médical. Alors, oui, les effets secondaires de l'hormonothérapie. L'hormonothérapie provoque également bien sûr des effets secondaires variables selon la technique utilisée. Ce sont le plus souvent des symptômes de ménopause liés au blocage de la fonction hormonale, bouffée de chaleur, sécheresse vaginale, diminution bien sûr de libido. Par ailleurs, des cas rares d'accidents thromboemboliques. Dans ce cas, on arrête le traitement, on fait une substitution par un autre traitement hormonal. Il peut induire bien sûr cancer de l'endomètre, ostéoporose, douleurs articulaires. Pour prévenir le cancer de l'endomètre, on demande systématiquement, sans signe d'appel, une échographie pelvienne annuelle de façon systématique. Alors, les thérapies, et en dernier lieu, c'est les thérapies ciblées. Principe des thérapies ciblées. Les thérapies ciblées forment une classe innovante des médicaments anticancéreux qui agissent sur les cellules cancéreuses en ciblant quoi? Caractéristiques propres à celles-ci ou tout du moins largement plus fréquente chez elles que dans les cellules saines. Ce type de traitement permet en principe d'obtenir la meilleure efficacité tout en réduisant le risque d'effets secondaires contre les cancers présentant des récepteurs. l'HER2 trastuzumab, qu'on appelle Herceptine, est un anticorps monoclonal qui cible les cellules cancéreuses produisant bien sûr protéine HER2 en trop grande quantité. Il est utilisé en association à une chimiothérapie adjuvante. Contre les cancers bien sûr triple négatifs, bevacizumab est utilisé dans les cancers triple négatifs métastatiques en association avec la chimiothérapie. On utilise également inhibiteur spécifique VEGFR impliqué dans le développement des nouveaux vaisseaux à proximité de la tumeur qui favorise leur croissance. On utilise contre les cancers hormonodépendants métastatiques et contre les cancers liés à une mutation génétique héréditaire, notamment contre les mutations, les patients qui présentent une mutation BRCA1, BRCA2. Les effets secondaires, bien sûr, c'est la fièvre, les maux de tête sont gérables par le traitement symptomatique généralement. Alors c'est la fièvre, les maux de tête, douleurs abdominales, les effusions cutanées, les agents anti-HER2 peut entraîner bien sûr troubles cardiaques. On demande systématiquement un bilan cardiaque à vie cardio avant tout démarrage d'un traitement. Pourquoi? Pour un suivi régulier qui doit être préconisé pendant toute la durée du traitement, notamment avec une échographie, scintigraphie régulière. Enfin, une petite conclusion, le cancer du sein représente le premier cancer féminin au monde et au Maroc. Le traitement de ce cancer est toujours multimodal, chirurgie et ou radiothérapie et ou chimiothérapie et ou hormonothérapie et ou thérapie ciblée. La prise en charge de ce cancer est un vrai enjeu devant tous ces spécialistes dans la matière, radiologue, chirurgien, gynécologue, anatomopathologiste, oncologue médical, radiothérapeute, oncologue, psychologue. La décision thérapeutique en RCP, réunion de concertation pluridisciplinaire et basique avant toute prise en charge de ce cancer. Le dépistage précoce de ce cancer reste une meilleure attitude pour la découverte de ce cancer dans un stade précoce afin d'améliorer la survie globale. Et merci encore une fois.